qui est à l'Assemblée. La moyenne d'âge a baissé de 4 ou 5 ans, c'est déjà un bon début. C'est bien parce qu'on peut donner la chance à ces gens qui sont nouveaux. Je pense qu'il faut que ça se régénère un peu, mais il faut un peu d'expérience quand même. Si c'est renouvellement pour renouvellement, bon, on a vu des gens qui sont complètement, enfin malheureusement incompétents. Je pense qu'il faut avoir des bases solides et vraiment s'intéresser à la politique et pas juste venir du milieu civil et se dire je vais faire de la politique. Enfin, moi je pense que la politique vraiment c'est quelque chose qui s'apprend. J'y crois pas une seconde à leur dynamique. Je pense qu'ils vont s'en foutre plein les poches comme les autres. J'ai un petit peu plus d'espoir que je n'en avais avec les vieux briscards. Hein. Dégagisme, ras-le-bol, changement d'air. Avec l'élection d'Emmanuel Macron et une Assemblée nationale rajeunie et féminisée, le renouvellement bouscule la politique française. Ce changement suffira-t-il à restaurer la confiance? Est-il aussi inédit qu'il y paraît? Dans cette émission, nous donnerons la parole à ces nouveaux visages de la politique, mais aussi à ceux qui lui ont tourné le dos. Le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. Souvenez-vous, janvier 2012, François Hollande en appelle déjà au renouvellement. Parmi ses soutiens, un certain Laurent Grandguillaume. Dans la foulée de l'élection présidentielle, il devient à 34 ans le plus jeune député de la Commission des Finances. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de compétences ni d'expérience. Et à partir de là, j'ai avancé ces arguments pour intégrer cette commission. Médiation entre taxi et VTC, statut des auto-entrepreneurs. Un jeune parlementaire très influent sur les réseaux sociaux qui va vite, très vite. Alors qu'il fait l'unanimité auprès de toute la classe politique, fin 2016, ce fidèle de François Hollande annonce son départ. Personne n'est irremplaçable, vous savez. Je crois que justement, ce qu'il faut, c'est renouveler les têtes. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit faire comme les anciens et puis rester ad vitam aeternam en poste. À seulement 39 ans, l'élève modèle quitte la classe. Fini les mandats, fini le Parti socialiste. Un adieu à la politique qui sonne comme le chant de départ d'une génération. Laurent Grandguillaume, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette décision de ne pas vous représenter alors que vous n'avez fait qu'un seul mandat et que vous n'avez que 38 ans? Moi, j'ai été élu la première fois en 2008 comme élu local. Après, je suis devenu député en 2012. Donc ça fait 10 ans de mandat. Il y a 10 ans de mandat, 7 jours sur 7. Moi, je trouve que c'est suffisant parce que j'ai consacré beaucoup de temps dans ce cadre et que j'ai besoin de retourner à la vie professionnelle pour ne pas dépendre de la politique. Moi, je ne veux pas dépendre et aller quémander une investiture à un parti politique et rentrer dans une forme de conformisme parce que au fur et à mesure du temps, il faudrait que je sois de plus en plus conformiste pour pouvoir être réélu et être un nouveau candidat. Donc là, je reprends, on va dire, ma liberté totale. Voilà. Je retourne dans la vie professionnelle et je considère que c'est bien parce que d'autres sont élus aujourd'hui, d'autres vont faire ce travail et c'est en cela que le renouvellement aussi il peut s'opérer. Vous êtes parti avant la grande vague du renouvellement qui a balayé beaucoup de députés sortants. Vous sentiez cette envie de changement dans le pays? J'ai toujours senti cette envie de bousculer le système. Elle ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Si on regarde toutes les élections successives, même depuis 2002, vous avez eu le 21 avril 2002 le coup de tonnerre sur la République avec Lionel Jospin. Vous avez eu le référendum de 2005 sur la question européenne avec le non qui a été majoritaire. Vous avez eu, après l'élection de Nicolas Sarkozy, un rejet assez fort dans la population. Ensuite, 2012, l'élection de François Hollande, mais avec un état de grâce qui a duré très peu de temps et tout de suite une contestation, de la défiance. Donc on voit bien que c'est quand même quelque chose de puissant, en fin de compte, cette défiance, et qui vient de loin. Alors cette assemblée est-elle réellement plus qu'avant à l'image de notre société? Réponse en chiffres et en images, c'est l'heure de certifier conforme. Et si l'heure était vraiment au grand renouvellement, quel est le nouveau visage de l'Assemblée nationale? Le renouveau annoncé de la classe politique est-il vraiment en marche? Premier constat, beaucoup de petits nouveaux ont franchi pour la première fois les murs du Palais Bourbon. En effet, seuls 25% des sortants ont été réélus lors des dernières élections législatives. Nombreux sont donc ceux qui sont députés pour la première fois. C'est le cas par exemple des 20 élus du groupe de la France Insoumise ou encore de 9 députés sur 10 de la République En Marche. Mais attention, ils ne sont pas tous novices en politique. Sur les 424 nouveaux, 230 ont déjà eu une expérience locale. Un bing-bang, pas si bing-bang que ça. Mais l'évolution passe aussi par le rajeunissement.
Par rapport à 2012, les élus sont plus jeunes, 49 ans en moyenne, 5 ans de moins que lors de la précédente mandature. De plus en plus à l'Assemblée nationale en tout cas. 224 députés et ES. Un chiffre record sous la Ve République, soit 38,65% des 577 députés élus. Mais ils viennent d'où, tous ces nouveaux députés? Quel est leur profil, leur métier? On dénombre moins de retraités, plus de cadres, plus de professions libérales et plus d'enseignants, et un ouvrier, alors qu'il représente 21% de la population active. En résumé et pour conclure donc, oui, l'Assemblée est profondément renouvelée, plus jeune et féminisée, mais non, elle n'est pas encore à l'image du pays qu'elle représente. En fait, renouveler, c'est une chose par les personnes, les femmes et les hommes, mais ce n'est pas suffisant parce que ce qu'il faut pour le renouvellement, c'est changer aussi dans les méthodes, dans la manière de faire, dans les actions et dans la manière d'associer les citoyens. Quand les citoyens manifestent, quand les citoyens sont dans l'indignation, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc il va falloir changer les manières d'associer les citoyens et de faire en sorte qu'ils soient écoutés, et pas seulement écoutés, également entendus. Être nouveau, être jeune, est-ce que ça suffit pour être un bon député? Ça ne suffit pas. On peut être jeune et reproduire les schémas anciens. On peut être jeune et apparatchik. On peut être jeune et reproduire des batailles politiciennes qui ne produisent rien, que du vent. On peut d'ailleurs être jeune et ne produire que du vent, passer son temps sur des plateaux télé et ne jamais proposer des actions concrètes. Donc ce n'est pas une question d'âge. D'ailleurs la maire de Madrid, je crois qu'elle a été élue donc, pour la première fois à 70 ans, elle était magistrate, elle a annoncé qu'elle ne ferait qu'un mandat, et donc elle fait partie du renouvellement. Et donc ce n'est pas une question d'âge. Ouais. Pour beaucoup d'entre eux, ce sera la première fois à l'Assemblée nationale. Vous étiez de cela, hein. C'était en juin 2012. C'est difficile de se faire une place quand on est nouveau? Ce qui est difficile, c'est qu'il y a une forme de reproduction sociale. Donc en fait, vous avez des personnes qui viennent de très grandes écoles, beaucoup, qui se connaissent depuis longtemps, souvent. Voilà. Et quand vous venez d'un milieu populaire, ou que vous venez de votre département, que vous n'avez pas forcément fréquenté les salons parisiens, vous avez il y a une différence. Donc il faut s'imposer, c'est pas simple. Mais après, quand vous êtes tenace et parfois têtu, parce qu'en fait, comme je suis né en Franche-Comté, vous savez, la devise des Francs-Comtois, c'est « Comtois, rends-toi, nenni ma foi ». Donc on ne se rend jamais. Donc quand on ne se rend jamais, on va au bout des choses et on essaie de s'imposer dans les débats, et c'est ce que j'essaie de faire. Finalement, quels sont les dangers qui menacent le jeune parlementaire sans expérience? Le rôle du parlementaire, il est défini par la Constitution. C'est d'abord, bien sûr, légiférer, c'est aussi contrôler l'action du gouvernement et c'est évaluer les politiques publiques. Et si le jeune parlementaire ne s'approprie pas en fait, les pouvoirs dont il dispose, le risque, eh bien, c'est que quelque part, l'ensemble des mesures viennent du gouvernement, qu'on lui demande de voter dans le cadre d'un vote majoritaire, et qu'il n'ait pas cette liberté qui lui permet en fait, de vérifier ce que fait le gouvernement. Parce qu'il faut être capable de tirer la sonnette d'alarme et de dire quand le gouvernement se trompe. Alors Laurent, je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de ces nouveaux visages de la politique, ceux qui se sont découverts un destin en cette année d'élection. Cédric Villani, le mathématicien devenu député de La République En Marche. Lou Velgrin, président du parti Allons Enfants, qui rêve à 22 ans d'offrir un nouveau souffle à la politique. Et enfin Étienne, militant, 19 ans, qui a décidé d'intégrer un vieux parti. On regarde. Il y est parvenu après une campagne éclair mais intense. Ce soir-là, Cédric Villani célèbre sa victoire entouré de ses plus proches. Pas de QG et un style personnel. Champagne. À 43 ans, ce mathématicien plusieurs fois récompensé par des prix internationaux et novice en politique, a réussi à bouleverser le jeu politique local. Il illustre parfaitement la percée de cette société civile voulu par La République En Marche. Ce dimanche 18 juin, il devient député de l'Essonne, loin devant son adversaire socialiste. Avec mon passé de mathématicien très engagé dans la culture scientifique et de quelqu'un qui a déjà eu un parcours scientifique spécialisé pour lequel les citoyens me connaissent, je suis l'un de ceux
qui incarne aux yeux du grand public le mouvement République En Marche. C'est normal, une des caractéristiques fondamentales de République En Marche, c'est donner plus de paroles politiques à des gens qui ne sont pas des politiques. Lou, elle, malgré son jeune âge, 22 ans, a eu l'audace de se présenter pour la première fois à la députation à Paris, sous l'étiquette « Allons enfants ». Allons enfants est le premier parti jeune de France. Créé en 2015, il est organisé, géré et porté par des étudiants et des jeunes actifs de 18 ans à 25 ans. Rajeunir la politique, intégrer les nouvelles générations, voilà leur solution pour renouveler un système politique qu'ils estiment à bout de souffle. L'idée de me dire qu'on se retrouvait que entre jeunes de 18 à 25 ans et qu'on allait réfléchir en essayant d'avoir le moins de préjugés possible et le moins d'idées préfaites, parce qu'on en a tous forcément, mais de vraiment parler librement entre jeunes et d'essayer d'apporter des solutions nouvelles. Ça m'a énormément plu et puis j'ai rejoint comme ça. 102 voix, 0,2%, 4e circonscription du Calvados. Sur 60 candidats présentés aux législatives, Allons enfants n'aura pas réussi à en faire élire un seul. Lou et ses acolytes ont tous été éliminés au premier tour. J'ai eu 79 voix dans la 5e circonscription de Paris pour les élections législatives, ce qui fait rapporter un pourcentage 0,18%. Je me suis promis de ne plus jamais me moquer du score de Copé d'ailleurs à cette occasion. Bon, voilà, c'était un peu une déception d'apprendre ça dimanche soir, mais en même temps, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. On a réussi à prouver avec Allons enfants qu'on était jeunes, mais qu'on pouvait avoir des idées et qu'on était aussi capable de les porter. Étienne n'a jamais été candidat, mais la politique, il y est tombé dedans quand il était petit. Je fais partie d'une famille assez nombreuse et la politique, tant nationale que le local, c'est souvent un sujet de discussion, notamment à table, on échange beaucoup et ça permet d'avoir une vraie confrontation des idées et c'est ça que j'aime avant tout dans la politique. Refusé à 16 ans parce que mineur, Étienne a dû patienter 2 ans avant de pouvoir prendre sa carte chez les Républicains. À la différence de Lou, il a choisi d'intégrer un parti politique traditionnel. On est rassuré, on sait qu'il y a une machine derrière, qu'il y a des moyens et que c'est plus efficace pour une action politique, quoi. Discipliné, il a donc fait campagne sans relâche pour Arnaud de Courson à Levallois-Perret, qui prétend incarner le renouveau. Le renouveau, d'abord, c'est d'incarner des nouveaux visages, j'ai jamais été parlementaire, et des nouvelles pratiques. Et si Étienne se défend absolument de vouloir faire carrière en politique, il en maîtrise déjà les codes et prend garde à son image. Aujourd'hui, on retrouve tout. Quand Édouard Philippe a été nommé, les gens ont retrouvé sa première télé. Et encore, à l'époque, c'était l'INA ou je sais pas quoi. Du coup, je me dis, attention à ce que je dis, on pourra le ressortir si par hasard, je continue. Franchement, elle est hyper... Être passionné de politique et avoir 20 ans, difficile de concilier les deux. Le soir du second tour, Étienne est à un concert. Visiblement, l'étiquette LR n'est plus l'assurance de la victoire, même dans les circonscriptions des Hauts-de-Seine. J'ai appris que mon candidat pour les législatives avait perdu. C'est le jeu de la démocratie. Je vais rester militant, on va continuer le combat. Ici, en pleine terre de droite, les électeurs ont désigné le candidat La République En Marche pour les représenter à l'Assemblée. Rentrée des classes hautement symbolique où débarquent en nombre des non-professionnels de la politique au Palais Bourbon, parmi lesquels Cédric Villani. Ça fait un moment qu'on attend ce moment. Bonjour, photo en hémicycle, vous savez par où il faut aller? Ok, super. Mais une fois dans l'arène, certes encore vide, le novice ne se laisse pas décontenancer. Voici dans une position familière. Table et écrire. Portrait officiel avec la lavalière et remise de la fameuse mallette du parfait député. C'est comme un engagement. Voilà, on a les insignes et les symboles du fait qu'on est en responsabilité maintenant et qu'il y a des missions à remplir. Place aux jeunes donc. Enrichir le débat politique, Étienne, du haut de ses 19 ans, espère bien à demi-mot y contribuer
et pas seulement en simple militant. Si on arrive avec la foule de la jeunesse et qu'on dit on veut changer beaucoup de choses et qu'on propose clairement comment bouger beaucoup de choses, on n'en bougera sûrement pas beaucoup, mais au moins on en bougera. Et c'est toujours mieux que rien bouger du tout, quoi. Du coup, ouais, il faut être utopiste. Et puis, haut les cœurs, quoi. Étienne, futur député. On a le temps. Hein. Futur maire. Voilà. Il dit pas non, hein. D'abord, finir les études, c'est quand même plus important. Depuis le 21 juin, Laurent Grandguillaume a retrouvé une vie de salarié. Il travaille ici, dans une entreprise qui aide les travailleurs indépendants. Personnellement, ça change quoi dans votre quotidien de devenir salarié d'une entreprise ? Je porte des projets plus concrets, puisqu'en fait, quand on est dans l'acte législatif, on met en place des dispositifs, on met en place des mesures, des textes, du droit, alors que dans une entreprise, on est directement dans l'action, en fin de compte, et on voit directement ce que cela produit pour les personnes. Alors, on a vu dans le reportage Étienne, 19 ans, qui rêve de changer son parti de l'intérieur, en l'occurrence celui des Républicains. Vous pensez qu'il peut se réformer, ce parti ? Mais ils peuvent tous se réformer. Après, je crois qu'il y a surtout une aspiration aujourd'hui des citoyens à pouvoir participer et à ne pas être considérés comme des intermittents de la politique. C'est-à-dire qu'on va les convoquer uniquement au moment des élections. Et ce que veulent les citoyens, qu'ils soient engagés ou non dans un parti politique, dans un mouvement, c'est pouvoir justement participer aux décisions, aux idées, à la construction des idées, et ne pas être simplement convoqués aux élections. Certains disent que les partis sont devenus des machines électorales enrayées et coupées des réalités. C'est le cas ? C'est-à-dire qu'elles se sont beaucoup centrées sur leur fonction électorale et puis moins sur leur fonction d'éducation populaire, de formation, de débat, en fin de compte. Donc ça, c'est une réalité. Et c'est bien d'ailleurs pourquoi de nouveaux mouvements émergent, de nouveaux espaces démocratiques. On l'a vu avec, par exemple, En Marche, qui s'est créé très vite et qui était sans doute un nouvel espace qui s'est construit, une aspiration et qui correspond à une aspiration des citoyens. Alors on a aussi vu dans le reportage Lou, présidente du parti Allons Enfants. Il y a eu avant eux Nous Citoyens, Nouvelle Donne, beaucoup d'autres. Cette génération inexpérimentée qui est née hors des partis traditionnels, ça vous inquiète ou ça vous rassure ? Moi, ça me rassure parce que quand on dit les jeunes, ils sont moins investis, plus individualistes, moi je ne le crois pas du tout. Pour moi, les jeunes, ils ne sont pas individualistes, ils s'engagent différemment. Ils ont une autre manière de concevoir l'engagement. Ils s'engagent dans la culture, dans la solidarité. Et moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe pour la démocratie. Je vous propose maintenant d'écouter un petit jeune. Nous sommes en 2002, qui militait déjà pour le renouveau en politique. On regarde. Nous proposons, et Lionel Jospin le propose, un référendum pour modifier et moderniser nos institutions. Et notamment, il propose la limite du cumul des mandats. Il y a déjà des dispositions qui ont été prises entre 1997 et 2002. Et puis d'aller plus loin vers le mandat unique parlementaire, de manière aussi laisser la place à des jeunes qui veulent s'y investir. Un mandat unique parlementaire, est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Je crois que si on a un mandat et qu'on le fait au maximum et à fond, je veux dire, c'est déjà bien. Après, on peut en faire un deuxième, pourquoi pas. Mais je trouvais que l'idée, effectivement, du mandat unique était une bonne idée. 15 ans plus tard, vous êtes peut-être un peu moins radical que les idées que vous portez à l'époque. C'est toujours comme ça, avec l'âge, parfois, on est plus sage. Après, j'avais même réfléchi à une idée, c'était de tirer au sort, pour les conseils municipaux, les conseils départementaux et les conseils régionaux, tirer au sort une partie des élus parmi la liste électorale pour faire en sorte que dans les assemblées délibérantes, on ait des personnes qui ne sont pas forcément membres d'un parti politique, mais qui vont être en capacité de poser des questions que ne poseront peut-être pas des groupes politiques structurés. Voilà. Et je crois que ce sera peut-être un jour une autre étape. Voilà. Vous allez le voir, ce n'est pas la première fois que le renouvellement a lieu. Petit retour dans le passé pour se rendre compte que le renouveau, ce n'est pas si nouveau. Plus jeune, dynamique, en 1974, le nouveau président de la République fraîchement élu incarne le renouveau. Je sais que de ce jour date une ère nouvelle de la politique française, celle du rajeunissement et celle du changement de la France. 2 ans plus tard, dans son propre camp, apparaît un challenger sur ce terrain-là. Chirac le crack fonde le Rassemblement pour la République. Nous attendions un chef jeune
et dynamique et je crois que nous l'avons trouvé. Mais le grand coup d'air frais arrive en 1981 avec la gauche qui accède au pouvoir. Et à l'Assemblée nationale, on voit débarquer des petits jeunes. Les nouveaux élus du Parti socialiste ont en moyenne 6 ans de moins que les élus de 1978 qui ont été réélus lors de 1981. Parmi les petits jeunes, un certain Gérard Collomb, qui 36 ans plus tard sera toujours aux affaires, mais place Beauvau. C'est une nouvelle génération de militants politiques de 30-40 ans qui accèdent maintenant avec ces nouvelles fonctions à une dimension politique nationale. Le renouveau à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat. C'est le jeune sénateur, le plus jeune, je vous en prie, le plus jeune sénateur du Sénat, donc d'aujourd'hui, qui a 35 ans. Jean-Luc Mélenchon, sénateur de l'Essonne. Il entend incarner la nouvelle génération du PS, résolument à gauche. Mais cette nouvelle génération socialiste, 6 ans plus tard, se fait sévèrement sanctionner par les urnes. Le PS sort laminé des élections législatives de 1993. Le nombre de députés socialistes tombe à 57. En réponse au 21 avril 2002 où Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle, sous Jacques Chirac, on expérimente déjà les ministres issus de la société civile. La première femme française de l'espace devient la première femme à diriger le ministère de la Recherche. Claudia Ignoré est donc au nombre des personnalités de la société civile qui font leur premier pas en politique et pas des moindres. Mais aussi le philosophe et écrivain Luc Ferry, l'industriel Francis Maire, Thierry Breton, Azouz Begag ou Jean-Jacques Ayagon. Ils sont censés rétablir un lien entre les Français et leur politique. Une grève qui aura du mal à prendre. Nombreux sont ces ministres à s'être cassés les dents et à n'avoir fait qu'un passage éphémère. Et 10 ans plus tard, Emmanuel Macron accède à l'Élysée. Plus jeune, dynamique, en 2017, le nouveau président de la République fraîchement élu incarne le renouveau comme un certain Valéry Giscard d'Estaing il y a 43 ans. Pour mettre en œuvre son projet. Laurent, finalement, on s'aperçoit que le plus dur, c'est pas de renouveler une fois l'Assemblée, mais d'organiser le renouvellement régulier de la classe politique. Oui, alors la réforme du non-cumul des mandats dans le temps va permettre ce renouvellement, et c'est nécessaire, puisque le non-cumul des mandats en nombre n'est pas suffisant. Et puis après, il y a aussi le rôle des partis politiques qui doivent faire en sorte d'attirer des profils différents. Parce qu'en fait, on voit bien que souvent, ce sont des personnes qui sont engagées 10, 15 ans dans un parti politique, qui ont été élues locales avant de devenir élues nationales, et qu'il y a peu de profils de personnes qui viennent directement de la société civile. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut peut-être favoriser. Après, dans notre culture, il y a eu un phénomène de notabilisation, en particulier des élus, ce que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays européens, en particulier dans le nord de l'Europe, où là, il y a une autre habitude, avec des allers-retours entre la vie professionnelle et la vie politique, qui sont beaucoup plus simples et qui sont favorisés d'ailleurs, et accompagnés. Et puis, on va dire qu'il y a aussi peut-être, il y a eu tout ce débat sur la transparence depuis longtemps, avec des résistances, mais on voit que ça évolue quand même. Eh bien, moraliser la vie politique, c'est aussi leur combat. De l'analyse détaillée du travail parlementaire au journal quotidien, des promesses tenues et de celles qui ne le sont pas. Je vous emmène à la découverte de ces citoyens qui, grâce aux outils du web, veillent ou surveillent l'activité des politiques. C'est l'heure de la bonne idée. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres, qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi, président de la République... De mai 2012, François Hollande fait sensation avec sa fameuse anaphore. Une quinzaine de promesses faites aux Français. Derrière leur poste, 3 étudiants en journalisme décident de le prendre au mot. Le jour de l'investiture, il lance le site « Lui président ». Objectif, contrôler les engagements du chef d'État. Le but, c'est pas de porter des jugements de valeur, de faire du commentaire politique, c'est vraiment de rester sur des bases purement factuelles le plus possible. Et ensuite, c'est aux gens de déterminer si pour eux, c'est important ou pas que telle promesse ait été tenue ou pas. 5 ans plus tard, les 3 étudiants sont devenus journalistes tout en poursuivant leur travail de décryptage. Plus de 500 promesses portées par François Hollande durant son mandat, analysées et vérifiées.
Du mariage pour tous à la loi sur la transition énergétique. Dans les autres promesses forcément qui ont marqué le quinquennat, il y a le fait d'inverser la courbe du chômage. Et il a fallu attendre 2017 pour que le chômage reparte un petit peu à la baisse. Donc ça reste forcément une des grandes promesses brisées de François Hollande. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, ils ont décidé de poursuivre l'aventure. Déjà 394 promesses et une large majorité sous surveillance. C'est important que la société civile, les journalistes, les citoyens, les internautes puissent prendre une part importante dans le suivi de ce qui est fait pour exercer une pression sur le gouvernement, puisque s'il n'y a aucun contre-pouvoir, il n'y a rien qui pousse les gouvernements à agir dans l'intérêt public et à suivre leurs engagements. Eux aussi, ils comptent bien maintenir la pression. Suzanne, Tanguy et David, du collectif Regard Citoyen, sont convoqués au Sénat. Derrière ces trois visages, l'association Regard Citoyen, créée en 2009. Ce jour-là, ils sont auditionnés sur l'un des textes phares du début du quinquennat, la loi de moralisation de la vie publique. Les sénateurs commencent leur travail. Un rapporteur est pressenti, il s'agit de Philippe Bas. Et il nous a proposé de nous auditionner avec deux autres associations, Anticor et Transparency International. L'enjeu, c'est la transparence. C'est-à-dire que la confiance dans la démocratie, elle s'obtient en offrant de la transparence aux citoyens. Le collectif a créé 5 sites web qui donnent un accès simplifié à des données publiques. Parmi eux, nossénateurs.fr et nosdéputés.fr. Présence au Parlement, amendements déposés, projet de loi écrit. Chacun peut examiner en détail le travail des parlementaires. Et donc, par exemple, si je suis citoyenne de Châteaulin, donc je vais taper mon code postal, voilà, et donc là on tombe donc sur Richard Ferrand, qui est député de la 6e circonscription du Finistère. Alors on constate qu'il a été assez présent et on voit ici qu'il y a eu énormément de présence et ça s'explique parce qu'il a été le rapporteur du projet de loi Macron. Donc on voit qu'effectivement il y a un gros pic de présence. De simples citoyens, heureux d'avoir réussi à faire entendre leur voix, mais ne comptez pas sur eux pour baisser leur vigilance. Laurent, la transparence à tout prix, ça a ses limites. Est-ce que c'est important qu'un député ou un sénateur ait déposé 1000 amendements? Ou est-ce que c'est important qu'il en ait déposé 10, qu'ils aient été descendus, qu'ils aient été votés et qu'ils aient transformé la vie de personnes? Il y a parfois une déviance en fait, par rapport à ces chiffres d'évaluation, parce que ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Et j'espère que ces outils-là, qui sont nécessaires, vont évoluer pour qu'on évalue sur la qualité du travail parlementaire. Pour terminer, alors, si vous aviez une seule proposition concrète pour restaurer cette confiance dans les hommes et les femmes politiques, ce serait laquelle? Eh bien, ce ne serait pas une proposition de moralisation ou de non-cumul, parce qu'apparemment ces idées-là font leur chemin. Ça serait de dire, justement, on n'a pas tout essayé contre le chômage. Aujourd'hui, le coût du chômage en France, c'est 17 000 € par an et par personne. Le coût d'un SMIC, c'est 20 000 €. Eh bien, comment on fait pour financer des emplois avec le coût du chômage? Merci Laurent Guillaume. Merci à Public Sénat. Moi, je suis assez partisan du tirage au sort. Tant qu'à faire, des gens inconnus, qui soient vraiment inconnus. Moi, je pense qu'il faudrait rallonger le temps des mandats, parce que 5 ans, c'est bien, mais c'est pas assez long, je pense. 7 ans, par exemple, il faudrait revenir à un modèle de 7 ans. Je pense que ce serait plus concret. Je pense que ça les encouragerait, s'ils sont payés en fonction de leur présence, à venir plus et d'y investir complètement et de vraiment prendre ce rôle comme un rôle à part entière.